fondateurs de l'économie sociale et solidaire ont, dès l'origine, à l'instar de Charles Fourier et l'invention de ces phalanstères, pris en compte dans leur analyse la place et le rôle de la femme dans l'espace économique et social. Les historiennes Fuchs, Stewart, Cole, Renaud, Geoffrey Pat, Ebo ainsi que Karen Offen, qui ont travaillé sur le féminisme et l'antiféminisme du 19e et du début du 20e siècle en France, ont mis en évidence la participation active de certains économistes de l'époque, appartenant à divers courants, dans les débats concernant les mœurs, que ce soit sur le divorce, le travail des femmes et la prostitution, le problème de la démographie française et enfin la recherche de la paternité. Donc Charles Gide, un parangon de l'économie sociale, qu'il promeut à l'exposition universelle de 1900, intervient dans ces débats en participant à de nombreuses démarches politiques et sociales concernant le devenir de la femme. Il fait ainsi partie des membres de la Ligue pour le relèvement de la moralité publique et devient en 1910 le président de la Société de protestation contre la licence des rues. Donc, esprit critique, comme l'a présenté Marc Pénin, et éclairé des récentes découvertes théoriques marginalistes, sa pensée se situe à mi-chemin entre les extrêmes de pensée que sont pour lui un libéralisme désincarné et un socialisme utopique. Donc, il contribue à l'essor du développement du courant solidariste au sein duquel la liberté, la coopération et la solidarité sont des principes cardinaux. À travers l'analyse de la pensée gidienne, nous croiserons l'histoire de l'économie sociale avec la question des mœurs. Dès lors, nous chercherons à évaluer l'interaction entre la pensée économique de Charles Gide et celle sur la moralité des mœurs. Autrement dit, il s'agit d'une part de mesurer l'influence de sa parhénèse sur sa pensée solidaire, et d'autre part d'analyser l'apport de sa conception sociale et l'économie dans ses plaidoyers moralistes et ses revendications féministes, tels ceux qu'il a menés en faveur de l'abolitionnisme par exemple. Donc l'objectif de cette communication est de souligner la position singulière de Gide sur les réformes des mœurs, lesquelles interrogent directement la place et le rôle de la femme au tournant du siècle et au début du XXe siècle. Pour mener la réflexion sur la pensée de Gide, j'ai utilisé comme source ses interventions dans la commission extra-parlementaire des mœurs, laquelle s'est tenue de 1903 à 1908, et ses ouvrages ou articles dans les périodiques auxquels il a participé. Donc la revue d'économie politique, Charles Gide est rédacteur dès la création de la revue, laquelle représente l'économie nouvelle face à celle libérale du fameux journal des économistes, le relèvement social, donc le journal de la Ligue française de la moralité publique, l'émancipation, journal de l'économie, foi et vie, et le christianisme au XIXe siècle, qui sont des journaux protestants. J'ai enfin choisi une lecture synchronique, c'est-à-dire que le contexte politique, culturel, économique et social dans lequel s'insère et se construit la pensée de l'auteur est pris en compte dans l'étude. Donc, afin de garantir le bon fonctionnement des coopératives, notamment celles de consommation, les individus, et en particulier la femme pour Gide, doivent bénéficier au sein même de ces coopératives d'une éducation aux bonnes pratiques. Il s'agit de faire comprendre aux femmes que l'acte de consommation, comme l'exprime Marie-Emmanuelle Chessel, est un acte engagé. Déterminant la production à venir, le client doit prendre conscience du pouvoir qu'il détient. L'économie domestique, à savoir la gestion des dépenses du ménage, retrouve une place active par rapport à celle productive. Le rôle de la femme de la société fin de siècle est donc revalorisé aux yeux des coopérateurs. Ces derniers doivent donc convaincre la ménagère en l'éduquant de la supériorité morale de l'économie solidaire sur celle libérale. Elle doit, tout comme l'homme, être à la hauteur de cette tâche, étant persuadée de la précédence du principe solidaire qui s'engage à respecter la dignité de tous. Elle refusera le rôle passif que lui assigne l'économie traditionnelle. L'élégante se gardera, comme l'écrit Gide, de succomber aux flatteries trompeuses des vendeurs des grands magasins. Les fameux cadeaux n'en sont pas. Elle saura dorénavant que ceci détériore le quotidien et la vie de famille de ses sœurs ouvrières. En effet, en cette fin de siècle, la misère sociale touche le ménage ouvrier. La famille urbaine souffre. L'élite intellectuelle du monde protestant dont Gide fait partie s'attelle à reconsolider le foyer. Les ligues pour défendre la masse fatiguée et malade se multiplient. La Ligue pour le relèvement de la moralité publique, fondée par le pasteur Tommy Fallow, travaille principalement à améliorer le sort de la femme et de façon à soutenir le home français. L'Association protestante pour l'étude pratique des questions sociales, dont Gide fut le vice-président à sa fondation, promeut une économie coopérative de manière à affranchir la multitude du joug paternaliste, qu'il soit étatique, patronal ou syndical. Pour ces chrétiens sociaux, seul l'individu, concerné par les maux qui l'entourent et convaincu personnellement des fins et des moyens à allouer, concourt en s'associant au relèvement des mœurs. L'amendement de la loi doit suivre la progression morale de la majorité des individus et non l'inverse.
Relever les cœurs pour relever les bras, la loi vient mais ne prévient pas, pour protéger l'ensemble des antisociaux de leurs abus. Par exemple, pour l'époque, ce sont les intermédiaires du sweating system, les ouvriers qui acceptent de vils salaires, etc. L'ensemble combiné de ces actions chrétiens sociaux au cours du XIXe siècle met en exergue leur credo, éduquer le peuple pour changer les mœurs pour changer la loi. L'éducation populaire est valorisée, ils soutiennent les premières universités populaires et l'école de Nîmes, auquel Gide se rattache en 1888, se donne pour mission, en créant le journal L'Émancipation, de former la multitude aux idées et aux pratiques coopératives. Comme nous venons de le voir, Gide intègre lui aussi dans son programme, les coopératives de consommation, une place capitale à l'éducation suivie du consommateur. L'éducation doit s'adresser aux jeunes gens et moins jeunes des deux sexes. Les femmes, comme le défend Fallot dans la brochure pour la Ligue, sont les premières concernées par l'émancipation politique, civique et économique. La reconnaissance de l'individualité et de la dignité de la femme est une condition sine qua non à l'avènement social du solidarisme. Donc, l'éducation féministe et sociale va donc de pair. Les disciples du christianisme social partagent unanimement la maxime de Fournier sur le rôle des femmes dans le progrès de la civilisation. Gide écrit, c'est Fourier qui a énoncé cette grande vérité, à savoir que le progrès de la civilisation se mesure en général sur les progrès de la condition et des droits des femmes. Ils promeuvent donc la moralisation de la femme bourgeoise grâce à une éducation coopérative, mais d'un autre côté, il faut éduquer l'homme, viril, le moraliser, afin que lui aussi devienne une personne plus responsable et solidaire. C'est le refus de la fameuse double morale des chrétiens sociaux, comme le souligne Florence Rochefort, concernant le mouvement abolitionniste, c'est-à-dire permissif pour les uns et sévère pour les autres. L'ensemble de ces chrétiens abhorrent le système réglementariste en matière de prostitution, puisqu'en tolérant les maisons de débauche, la politique réglementariste entretient, voire favorise l'infidélité du mari. Celui-ci ne se préoccupe plus des répercussions sociales probables de son acte. Du fait de sa condition, la femme supporte naturellement la conséquence morale de la sexualité. La crainte de tomber enceinte la pousse à limiter par tous les moyens l'acte sexuel. Angus MacLaurin montre bien comment les femmes du XIXe siècle tentent de maîtriser leur reproduction. Elles usent de tous les moyens contraceptifs possibles et disponibles à l'époque. La pratique du coït interrompu, de l'éponge, etc. La maternité comporte des risques pour la femme du XIXe siècle. Le premier est de perdre la vie. Elle peut mourir en couche. Le second est d'ordre social. La séduction sans mariage la conduit à subir inévitablement de nombreux sévices psychologiques et physiques. Si la mère seule n'arrive pas à faire face à la responsabilité que contraint l'arrivée du nouveau-né, elle doit affronter le fait de s'en séparer. Abandon, avortement, infanticide. Si la mère seule choisit de le garder, elle doit supporter la fatigue, la grossesse, puis l'allaitement. Et puis vient le moment où il faut trouver le moyen de quoi vivre, afin qu'il survive. Elle accepte alors de travailler à l'usine pour un salaire de famine, puis elle accepte quelques passes le temps que la jeunesse de l'enfant se fasse. Malgré tous les efforts, il n'y aura pas de réconfort. Chassée par un homme un jour, chassée de la société pour toujours. De ce fait, la prostituée n'est pas une criminelle née aux yeux des chrétiens sociaux, comme essaient de le prouver les médecins réglementaristes et hygiénistes de l'époque, mais une victime de l'homme débauché. Les chrétiens sociaux refusent donc d'accepter la double morale, permissive pour l'homme et sévère pour la femme. L'acte sexuel se réalisant à deux, il n'y a aucune raison pour que les conséquences morales et matérielles de cet acte, à savoir l'arrivée d'un enfant, soient supportées seulement par la femme. Elles doivent être partagées également. Gide se prononce donc, comme l'ensemble des membres du christianisme social, pour l'abolition du système réglementariste et se montre favorable à la loi sur la recherche de la paternité. De surcroît, pour Gide, l'irresponsabilité morale de l'homme entraîne indirectement la femme sur le marché du travail. Nous pouvons constater, contrairement aux positions tranchées de certains membres du coopérativisme tels que Thomas Tolosan, Gide communique des points de vue divergents concernant l'arrivée des femmes sur le marché du travail. Il oscille au cours du temps entre un libéralisme familialiste, à savoir qu'il trouve juste que l'on autorise la femme seule à travailler librement puisqu'elle doit subvenir à ses propres besoins et à ceux de ses enfants, position représentée à l'Assemblée par le libéral Frédéric Passy lors de la discussion parlementaire entre 1888 et 1892 sur le travail de nuit des femmes, et un paternalisme familialiste représenté à l'époque par le célèbre catholique social Albert Demain, mais aussi par certains libéraux économistes anglais comme Jevons, sur lesquels d'ailleurs il prend appui pour défendre sa position. L'argument est que la mortalité infantile augmente lorsque la mère abandonne son foyer pour travailler.
On peut probablement expliquer ce changement, cette contradiction, par son intérêt croissant, comme le souligne Marc Pénin, pour le problème démographique français, mais aussi par le fait que la salarisation du travail des femmes ne répond pas au modèle émancipateur qu'offre le coopérativisme. Donc pour conclure, j'espère avoir répondu à travers cet exposé à la question qui nous a été posée, à savoir que l'économie sociale de Gide offre bien une économie moralisatrice. Je vous remercie.